Le SIEC, le salon de l'immobilier des espaces commerciaux, les 11 et 12 juin 2025 à Porte de Versailles sur Radio Imo et Radio Territoria. Et oui, bienvenue sur nos antennes Radio Imo, Radio Territoria. On est toujours en direct du SIEC, édition 2025. On vous fait vivre cet événement avec notre plateau, vous voyez, planté à l'emplacement B44. Et j'ai le plaisir d'être avec Sébastien Seban. Bonjour. Bonjour, Benjamin Seban. Benjamin Seban, pourquoi j'ai Sébastien ? Aucun problème. Et voilà, écoutez, j'ai noté Sébastien, super. Voilà, vous êtes le directeur du département investissement commerce chez CBRE. Alors CBRE, vous faites du conseil, vous êtes leader sur le conseil en immobilier d'entreprise notamment. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du groupe ? Bien sûr. Le groupe CBRE, nous sommes leader international du conseil en immobilier d'entreprise, donc sur toutes les typologies de l'immobilier tertiaire notamment. Et nous sommes présents à travers un réseau d'une dizaine d'agences en région en France, et évidemment à Paris qui est notre siège pour le territoire hexagonal, et à travers le monde via nos autres bureaux. Ouais. Et donc c'est un maillage assez régulier en fait sur le territoire. C'est-à-dire que vous conseillez des boîtes qui sont un peu partout en France, grosso modo. Tout à fait. On les conseille, on les accompagne, on gère leurs immeubles, on expertise leurs immeubles, on les conseille dans la location, dans leurs implantations et également dans leur stratégie d'investissement ou de désinvestissement. Alors vous êtes connu aussi pour votre data. C'est vrai que vous publiez régulièrement les chiffres. Alors là, on va s'intéresser aux chiffres du retail. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette année 2025 ? Comment elle commence ? Alors ça va, mais c'est pas non plus, c'est assez fragile quand même. Tout à fait. On a eu une forte augmentation des volumes au premier trimestre, puisque 1,3 milliard d'euros ont été investis sur la catégorie commerce, toute typologie confondue, pieds d'immeubles, centres commerciaux, retail park, et évidemment sur tout type de volume. Source CBRE/Imostat. Qui est une très bonne performance. L'année dernière, 2,5 milliards ont été investis sur l'ensemble de l'année 2024. Donc on a un excellent premier trimestre, mais qui a été porté principalement par deux principales transactions. Une joint venture sur des sujets de luxe parisien entre le groupe Kering et Ardian, et une prise de participation de la Caisse des dépôts dans le Forum des Halles aux côtés d'Unibail-Rodamco Westfield et d'AXA. Donc ces deux transactions majeures ont évidemment propulsé les volumes et on a souffert sur ce premier trimestre d'un manque de transactions sur les volumes qu'on peut qualifier d'intermédiaires, au-dessus de 40 millions d'euros, entre 40 et 200 millions d'euros, qui ont été beaucoup moins importants que... Et ça, comment vous l'expliquez d'un point de vue des tendances ? Comment ça s'explique ? On a eu un autre phénomène, que ce phénomène des toutes premières transactions phares. On a aussi un dynamisme du segment de moins de 20-25 millions d'euros qui ne s'arrête jamais. Le commerce a la chance d'être une catégorie d'actifs assez granulaire sur l'ensemble du territoire français. On n'a pas une hyper concentration sur l'Île-de-France, c'est mieux réparti notamment que la catégorie bureau. Donc c'est vrai qu'on a eu des beaux volumes aussi sur les petites transactions, et c'est vraiment le segment intermédiaire qui a souffert. Pourquoi ? Pour différentes raisons, notamment on a encore un désalignement des intérêts entre acheteurs et vendeurs. D'accord. Les vendeurs qui veulent pas baisser leur prix et les acheteurs qui peuvent pas acheter. Exactement. Non, mais dans un contexte macroéconomique qui reste quand même extrêmement chahuté, avec les taux, avec les taux directeurs de la BCE, le coût de l'argent a été plus cher. Il rebaisse à la faveur des baisses successives des taux directeurs de la Banque Centrale Européenne. Mais tout ça est un climat qui est relativement encore instable, même s'il va dans le bon sens. Est-ce qu'on peut dire que c'est un climat anxiogène pour les investisseurs ?
C'est un climat qui a été anxiogène, mais qui s'est nettement amélioré sur la partie commerce. C'est vrai qu'on a connu, avant la pandémie de Covid, un phénomène qu'on a qualifié de retail bashing. Oui. L'ensemble des autres catégories d'actifs étaient propulsées comme des catégories où il fallait investir, notamment évidemment le bureau, première d'entre elles. Et le retail était un petit peu mis au pilori en considérant que c'était une catégorie où il ne fallait plus investir ou plutôt désinvestir. Là, ça s'inverse un petit peu quand même. Exactement, c'est là où j'allais y venir. J'allais venir à ça. C'est effectivement, ensuite, on a eu le Covid jusqu'à 2021. Et depuis, on a un retour en force du commerce, à la faveur aussi évidemment de la baisse de l'attractivité du bureau, Oui. Notamment lié au phénomène de télétravail, Bien sûr. qu'on peut mettre en parallèle avec l'essor de l'e-commerce pour le commerce à l'époque. D'accord. Là, c'est vrai que les enseignes ont adapté des stratégies digitales, autant physiques que digitales. Ouais. Donc aujourd'hui, c'est plus mature aussi dans l'appréciation. Il y a un bon mix des deux, en fait. Exactement. C'est ça. C'est un marché qui est plus mature. Et donc, les investisseurs ont moins peur d'investir dans cette catégorie d'actifs, même si le coût de l'argent a augmenté en parallèle. Et donc, on n'a pas eu une explosion des volumes à cause de ce qu'on va dire, ce qu'on peut appeler des événements macroéconomiques qui ont touché l'ensemble du secteur immobilier. D'ailleurs, à ce sujet, hier, j'ai échangé avec le délégué général de la FACT, donc la Fédération des acteurs du commerce et des territoires, qui me disait qu'il ne voulait plus opposer e-commerce et e-commerce local au commerce traditionnel. Donc, ça prouve bien qu'il y a vraiment une maturation, parce qu'il y a quelques années, c'était pas ça, comme vous dites. Il a tout à fait raison. On est adhérent aussi, CBRE, à la FACT, et on est tout à fait en ligne, exactement en ligne avec ça. Notamment, le meilleur exemple est le phénomène de click and collect. Oui, tout à fait. Vous commandez sur votre smartphone et vous allez chercher en magasin plutôt que de vous faire livrer avec toutes les contraintes que ça peut avoir de se faire livrer à domicile. Et puis faire les magasins aussi, c'est fatigant. Exactement. C'est pas marrant. Exactement. Donc on a une meilleure offre et on a des lieux aussi de commerce qui se transforment et qui sont de plus en plus tournés vers l'expérience client. D'accord. On n'est plus uniquement dans... Alors pour nos auditeurs, c'est quoi l'expérience client ? Qu'est-ce que vous appelez expérience client ? C'est de mélanger notamment les usages au sein des commerces. Donc vous allez retrouver des cafés, vous allez retrouver une expérience des loisirs, une expérience qui est plus importante. Vous n'êtes plus là que pour acheter, que pour prendre dans le rayon et passer à la caisse. Vous êtes là pour avoir une expérience plus forte, des magasins qu'on considère aujourd'hui plus comme des flagships, donc qui sont plus monumentaux. Donc vous venez vivre une expérience, l'expérience de la marque en vous déplaçant dans leur magasin. Donc ça, c'est une nouvelle tendance. En fait, c'est les Français ont besoin de se divertir en fait en allant faire leurs courses. Dans les grandes lignes, c'est ça. On a besoin de gaieté, de... Oui, tout à fait, ils ont besoin de se divertir. Alors, les Français sont à l'image de l'ensemble de la société européenne, ou en tout cas occidentale. Donc, c'est pas un phénomène qu'on retrouve uniquement en France. Mais tout à fait, on a besoin, en tout cas aujourd'hui, quand on souhaite consommer, d'avoir une expérience différenciante. Si vous avez exactement la même expérience dans votre canapé, vous n'avez pas envie d'en sortir. Si vous avez une expérience différenciante qui va être adaptée à l'ensemble de la famille, vous allez considérer cette sortie comme une sortie en famille, comme aller dans un parc d'attractions ou faire un voyage. Et alors côté location maintenant, comment évolue la stratégie des foncières ? Alors côté location, on a sur la partie enseigne une premiumisation. C'est vrai que les enseignes ont de plus en plus envie de se focaliser dans les meilleures artères et même dans les meilleurs tronçons des meilleures artères. Donc on a vraiment ce phénomène de polarisation du commerce français avec des territoires ou des géographies qui vont un peu plus souffrir et des grands gagnants qui concentrent la demande et qui du coup maintiennent les valeurs locatives à des niveaux assez élevés.
Donc les foncières adaptent évidemment leur stratégie face à ça et se concentrent dans les meilleurs emplacements, meilleures artères, meilleurs centres commerciaux dans leurs investissements. Alors c'est vrai qu'à Paris, il y a un classement de ces rues qui est sorti. Je crois qu'il y a Passy dans le 16e, il y a l'avenue Montaigne évidemment, il y a les Champs-Élysées je crois. Et en gros c'est un peu the place to be pour les enseignes. Oui, tout à fait. Dans les enseignes que vous venez de citer, on a des phénomènes qui sont très différents. C'est vrai que les Champs-Élysées, l'avenue Montaigne, la rue Saint-Honoré et le faubourg Saint-Honoré concentrent une clientèle internationale et les enseignes de luxe et on va dire lifestyle qui sont présentes à travers le globe. Et dans des rues comme la rue de Passy, on va retrouver une clientèle plus parisienne, oui. Plus locale, assez CSP+, oui. qui consomme dans son environnement proche et qui d'ailleurs a plutôt bénéficié du phénomène de la pandémie, phénomène Covid, puisque les gens consomment peut-être un peu moins dans leur lieu de travail et un peu plus à proximité de chez eux. Ah oui, d'accord, c'est ce qui a été constaté, oui, avec l'essor du télétravail, en même temps c'est logique. Exactement. Ouais. Un petit mot peut-être sur les centres-villes. Alors là, on l'a pas mal évoqué sur mon plateau. C'est vrai qu'il y a un gros sujet pour redonner de l'attractivité au centre-ville, éviter la vacance commerciale. Quelle data vous avez là-dessus? Alors peut-être pas en parlant des grandes villes, éviter de parler des grandes villes, mais voilà, sur ce qui se passe en France. Est-ce qu'il y a vraiment un phénomène de vacances commerciales qui gagne les communes? Alors, effectivement, la vacance commerciale a plutôt tendance à être à la hausse. Ouais. Néanmoins, il faut bien distinguer l'ensemble des territoires. Vous n'avez pas du tout les mêmes dynamiques en fonction de la démographie, en fonction du contexte socio-économique de chaque territoire et évidemment du tourisme qui porte la consommation à travers la France. Donc des centres-villes qui évoluent en fonction de ça, en fonction de la dynamique de leur territoire, mais également des pouvoirs publics et des politiques des pouvoirs publics qui sont mises en place avec des fois des contraintes d'accès ou des modifications des accès à minima des centres-villes qui ont forcément un impact sur telle ou telle zone, notamment ou rue par exemple. Je vous donne un exemple, si vous avez une station de tram qui a ouvert d'un côté de la ville avec des sens interdits de l'autre côté, vous aurez certainement un report de la consommation, en tout cas du trafic de l'un par rapport à l'autre. Donc les pouvoirs publics ont évidemment un rôle à jouer, un point important. Ils le jouent notamment via le programme Action Cœur de Ville. Donc ils sont là aussi pour aider à dynamiser nos centres-villes qui sont également de plus en plus tournés vers le tourisme. Alors on va parler des centres commerciaux maintenant. Vous évoquez une maturité de ces centres commerciaux. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Est-ce que c'est un risque ou une opportunité de transformation? Effectivement, le mot maturité est mis en exergue puisque on ne produit plus de nouveaux mètres carrés de centres commerciaux. Par contre, évidemment, on a du coup un parc qui est en train de se renouveler en partie et un parc qui est assez mature et qui se renouvelle soit par des grandes campagnes d'extension, de rénovation, mais également avec un mix merchandising qui évolue, notamment par exemple moins de prêt-à-porter. Oui, ça on a vu que c'est en déclin un petit peu, le prêt-à-porter. Moins de prêt-à-porter, mais plus de loisirs, plus de beauté santé, tout à fait, de services également dans les centres commerciaux qui sont attendus par les consommateurs. Alors, je voulais juste alerter, ou en tout cas mettre la lumière sur un aspect quand on parle de prêt-à-porter. Évidemment, c'est un phénomène qu'on constate de manière assez forte. Néanmoins, les gens n'ont pas arrêté de porter des chaussures. C'est souvent la chaussure qu'on cite comme le premier
la première catégorie en déclin. On pense aux enseignes qu'on fait faillite, mais... Exactement. Il y a les faillites d'enseignes, mais il y a aussi un report de la consommation, notamment vers le sport. Oui, c'est ça, le sportswear qui est désigné. Maintenant, les gens mettent plus de baskets. Exactement, il suffit de regarder. On est moins élégant, quoi. Alors, ça, chacun jugera. Faut dire ce qu'il y a quand même, hein. C'est quand même triste. Certains jugera, mais si on regarde... monsieur est en basket. Monsieur est en basket, effectivement. Non, j'aime bien les baskets. Non, mais je parlais pas surtout pour les femmes. Oui. En tout cas, à minima, il y a un report de la consommation de l'un vers l'autre. La consommation est plutôt à la hausse, même si elle n'est pas à deux chiffres, évidemment, mais elle est plutôt à la hausse. D'accord. Et on a plutôt des phénomènes de vases communicants entre les différentes catégories. Donc voilà, il n'y a pas un sujet des marques, des enseignes de prêt-à-porter. Alors là, je pense plutôt aux vêtements qui sont trop chers, plus adaptés au pouvoir d'achat des Français. Et justement, quand on voit le sujet Chine, Temu, parce que ça fonctionne extrêmement bien ces enseignes. Donc c'est qu'il y a aussi une demande, un besoin des Français qui ont peut-être changé leur manière de s'habiller, consommer plus, mais moins cher et peut-être de moins bonne qualité. Quoique ça a baissé aussi la qualité des enseignes traditionnelles. Certainement. Il faut dire ce qu'il y a quand même. On a eu effectivement un phénomène de polarisation de la consommation française, avec d'un côté le discount ou ce qu'on va dire la fast fashion et le luxe. Et des enseignes plutôt moyen de gamme qui n'ont pas trouvé forcément un positionnement au milieu et qui ont souffert parce que c'était aussi souvent des enseignes plus françaises, moins internationalisées, qui ont eu du mal à lutter face aux géants de l'e-commerce que vous venez de citer. Le luxe. Donc en fait, on est dans les extrêmes. Exactement. Là aussi. Également dans les attitudes de consommation. Tout à fait. Et avec des phénomènes différents selon les enseignes. Un groupe comme Zara évolue vers la premiumisation de son offre. Et on a un groupe comme Primark qui reste très présent dans les centres-villes, qui a un réseau assez important pas de boutique à ce niveau-là, mais en tout cas de points de vente à travers la France et qui fonctionne extrêmement bien. Donc voilà, on a plutôt une catégorie d'enseignes françaises un peu historique aussi, qui n'a pas su se renouveler dans son offre et qui n'a pas su s'adapter à la demande des consommateurs, au-delà uniquement de l'évolution des enseignes, enfin des groupes de e-commerce que vous venez de citer. Et des jeunes générations aussi peut-être. Exactement, des jeunes générations, mais des jeunes générations qui ne refusent pas du tout le commerce physique. Elles viennent également en magasin, elles ont juste d'autres mentalités, d'autres façons de consommer. Elles regardent d'abord, elles comparent sur leur smartphone avant d'aller consommer, mais elles continuent de consommer en magasin. Il y avait une étude qui était parue aux États-Unis qui faisait ce parallèle-là. On a eu... aux États-Unis, un phénomène qui était extrêmement relayé par la presse européenne, c'est le phénomène des dead malls, donc les centres commerciaux qui étaient morts. Et aujourd'hui, on voit le retour du centre commercial aux États-Unis, puisque le télétravail a vidé les immeubles de bureaux. Ah bah oui. Même si aujourd'hui tout ça évolue encore. Et finalement, le centre commercial est redevenu le lieu de vie où les gens se rencontrent, où les gens ont besoin, nous sommes des animaux sociaux, nous avons besoin de nous retrouver. Et finalement, le centre commercial, avec son offre de restauration, de bars, etc., permet de réunir les gens. Et il y a un gros sujet public de santé mentale. Est-ce que ça impacte aussi ce besoin de se retrouver, d'aller dans des malls, de se divertir? Est-ce que ça favorise justement l'essor de ces lieux de rencontre? Au final, c'est du lien social. Exactement, c'est tout à fait du lien social. En plus, ce sont souvent des lieux qui sont extrêmement accessibles par les transports en commun. On peut le faire d'ailleurs aussi le parallèle avec les problématiques d'accès au centre-ville et de baisse des déplacements en voiture. Donc on a aussi des centres qui sont souvent très bien connectés, routiers mais pas que, et qui vont permettre de réunir des gens qui ont besoin d'avoir du loisir en commun. C'est d'ailleurs pour ça que l'offre en centre commercial évolue de plus en plus vers le loisir, la beauté, la santé également, le conseil d'une pharmacie, etc., etc. D'ailleurs, on a de plus en plus de pharmacies qui se développent
dans les centres commerciaux avec des surfaces de plus en plus grandes. Parashop, pharmacie et évidemment parapharmacie. Pour finir, peut-être les grandes tendances à venir. Alors, je pense notamment aux municipales qui auront lieu l'année prochaine. C'est vrai que ça vient impacter aussi le retail. Selon vous, comment CBRE analyse là, les tendances à venir, les grandes tendances, l'évolution en tout cas du secteur? Alors, j'aurais du mal à vous faire une analyse des municipales de 2026. J'imagine pas. Je ne vous demande pas une analyse poussée, mais non, mais en tout cas, j'en ferai pas une analyse politique. Mais effectivement, souvent, les élections sont une période d'attentisme. Ouais. Toute la période qui précède les élections, c'est souvent lié à de l'attentisme. Par contre, on aura certainement aussi des politiques publiques qui vont venir redéfinir, repenser les villes, les accès au centre-ville, qui vont se tourner de plus en plus vers le tourisme et qui vont aller chercher cette clientèle-là avec des centres-villes qui sont de plus en plus mis en valeur depuis plusieurs années déjà pour attirer un autre type de consommation et pas uniquement de la consommation domestique. Et juste pour finir, vous êtes content du siècle du coup, édition 2025, vous avez un beau stand là-bas. Est-ce que les objectifs ont été atteints pour cette édition? Est-ce que vous êtes content de ces 2 jours? Oui, tout à fait. On est très content de ces 2 jours de siècle. On a effectivement un très beau stand, un certain nombre de rendez-vous qui ont été montés tant pour nos équipes leasing que nos équipes investissement. Donc on est ravis de participer encore à cette nouvelle édition du siècle et on y sera également l'année prochaine. Eh bien, merci beaucoup. En tout cas, Benjamin Seban pour cette interview. Puis nous, on se retrouve dans quelques instants avec le Crédit Agricole Immobilier sur Radio Imo et Radio Territoria. Tout de suite. Merci. Le siècle, le salon de l'immobilier des espaces commerciaux, les 11 et 12 juin 2025 à Porte de Versailles sur Radio Imo et Radio Territoria.